Salut, c'est Arthur Masmeran pour www.gamers.be avec Push Start, la première mission de vidéoludique 100% belge sur le web. Donc, comme vous le savez, il en existe déjà d'autres types qui sont par exemple comme Consolvania en Écosse ou Retrocore, une mission nippono-anglaise, dirons-nous, ou même OneUp.com qui propose son OneUp Show, qui est la voix principale des jeux vidéo en Amérique. Somme toute, c'est pas grave. Mais la Belgique est un petit pays, mais ça ne veut pas dire qu'il ne mérite pas d'avoir une grande voix au chapitre. Donc on se permet de créer une émission 100% belge qui se permettra d'apporter des informations belges et de jeux vidéo. Ce qui fait qu'on rentre bien dans le critère d'une émission de jeux vidéo sur Internet. En gros, qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec une émission qu'on ne pouvait pas faire avec des petits tests sur un gamer? C'est tout simple. On peut enfin se permettre, décalage vers l'âge fini, on peut enfin se permettre des tests sur console portable, comme par exemple les Nintendo DS, dont nous proposerons 2 titres. Autant commencer fort, avec principalement Animal Crossing Wild World et Metroid Prime Hunter. Ça sonne plutôt bien. Donc voilà, un FPS et une simulation de vie. Pourquoi pas, nous allons aussi pouvoir vous proposer une section rétro, avec cette fois-ci le test, comme vous aurez pu le deviner, de Castlevania, pour rester dans le thème. Et évidemment, nous allons enfin pouvoir nous permettre des petites vignettes entre chaque test qui seront une présentation. Donc voilà, nous allons commencer tout de suite avec le test de Metroid Prime Hunter sur Nintendo DS. Donc, nous y voici. Comme vous le voyez, c'est un jeu sur DS. Encore une fois, je tiens à présenter mes excuses pour la qualité relativement faible finalement de la vidéo qui vous est présentée, mais il ne faut pas oublier que ce n'est qu'une première fois et qu'il y en aura d'autres, et qu'au fur et à mesure que nous apprendrons tous autant qu'on est à faire cette vidéo, la qualité en augmentera. Donc allons-y. Je vais vous présenter Metroid Prime Hunter sur DS de manière courte et liminale. Donc voici le niveau où vous êtes censé choisir voici l'endroit où vous êtes censé choisir le niveau dans lequel vous vous battez. C'est donc une représentation schématique du vaisseau de Samus Aran. Alors on remarquera tout de suite qu'effectivement le style FPS convient plutôt bien à la DS, mais malheureusement Nintendo Software Technologies, la branche américaine, s'est permis de sortir un jeu parfaitement inégal. C'est-à-dire que d'un côté on a un mode solo ennuyeux, le mot est choisi, ennuyeux, et un très bon mode multijoueur, je ne pourrais malheureusement pas vous montrer. Pour la bonne et simple raison que je n'ai pas le module Wi-Fi avec lequel on est censé se battre. Et je ne l'ai pas acheté parce que je suis quelqu'un de relativement méchant. Donc allons-y, je mets ma mimine en mode de combat. Et on y va. Donc comme vous le voyez, on avance dans une espèce de base machin. Pour sauter, on tapote sur l'écran tactile. Pour tirer, on appuie sur la gâchette gauche. Un petit mulot en bas permet de rentrer en mode scan, ce qui permet donc alors de scanner les environs. Ce qui est vraiment chouette pour en apprendre plus sur l'histoire du jeu, mais qui malheureusement, dirais-je... Ce qui est triste en fait, c'est que l'histoire du jeu n'est pas plus intéressante que ça. On doit récupérer des artefacts qui s'appellent des octolithes, qui sont créés par une race d'aliens super savants qui ont disparu, qui s'appellent les Zalimbiques. Magnifique hein, comme texte. Donc ça c'est le scénario. Malheureusement, on en a finalement peu à taper. Voilà, c'est un des nombreux Prime Hunters du jeu. Il y en a 8 différents. Et comme vous le voyez déjà, la jouabilité, sans être phénoménalement mauvaise, n'est pas extraordinaire. Vraiment désolé pour la qualité de ce truc, mais vous verriez la forme dans laquelle est ma main pour prendre cette vidéo, ça fait peur. Donc, que dire de ce jeu ? Je ne peux pas être très franc et vous dire que c'est un jeu qui m'a transcendé, que j'ai trouvé transcendant.
malgré tout, je veux dire, les Américains Nintendo Software Technologies ont fait un jeu qui est moyen sans être mauvais. C'est-à-dire que oui, le gameplay fonctionne, on comprend bien ce qu'on est censé faire. Toujours est-il qu'on ne prend pas beaucoup de plaisir dans le mode solo à se fatiguer, à faire le tour des 5 mondes différents qui, dans un hommage à la série originelle, sont tous au moins revisités une fois, à de très rares exceptions. Et on ne prend pas grand plaisir à le faire tout simplement parce que ces niveaux sont mal construits. Que d'accord, ils sont en belle 3D, mais que pour de la DS, mais que bon, ça reste quand même risible par rapport à ce qu'une PSP peut faire. Et encore plus quand on réfléchit que finalement ce n'est que le niveau de qualité graphique que proposait Half-Life 1, mais en version graphisme tout petit, en toute petite résolution. Donc finalement on se demande si l'attrait de ce titre ne dépasse pas finalement, n'est pas plutôt dans sa jouabilité plutôt que dans le jeu en lui-même. D'accord, la jouabilité fonctionne très bien, ça fait quand même super mal aux mains, sans vouloir être casse-pied. Et franchement, je veux dire, même si on prend plaisir à retrouver ce gameplay ici, c'est-à-dire qu'en étant très franc, la jouabilité au stylet est plus proche des sensations souris qu'on ne l'a jamais été. Mais ce n'est pas quand même un combo clavier-souris, et franchement, ce n'est jamais que l'équivalent de jouer à la tablette graphique, quoi. D'ailleurs, il faudra pas me demander, je n'ai pas essayé. You want to save the game? No. Donc nous voilà dans un autre niveau. Comme vous remarquerez, donc, je vais faire une très petite mise au point. Donc, le jeu en solo est moyen, c'est-à-dire qu'il est court, 8 heures, il n'y a que 2 boss différents qu'on permute et qui deviennent plus puissants, c'est assez risible même. D'accord, on a des bonnes séquences de shoot en solo, mais elles se rapprochent très fortement des sensations qu'on en aurait Elle se rapproche très fortement de sensations qu'on aurait en deathmatch, donc autant jouer directement en deathmatch. Le mode deathmatch est très efficace, il est vraiment très bien, il y a 6 modes de jeu, donc deathmatch, capture the flag, 2 types de capture the flag, King of the Hill, tout le tintouin, il y a vraiment toutes les options et on voit clairement que si le jeu a été repoussé pour proposer ce genre de gameplay, ce n'est pas pour rien. Parce que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux dedans. J'espère qu'on voit quelque chose. Ouais, on voit peut-être quelque chose. Désolé hein, pour la qualité, mais petit à petit, on aura le matos. Ça, c'est tourné même sans pied, pour vous donner une idée. Bon, je sais, je veux dire, Tutur, qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous fais une émission sans pied. Oui, mais on n'a pas de budget. Donc, permettez-moi de dire que c'est un bon jeu. 7,5 sur 10, l'équivalent d'un 3,5 gamersien d'ailleurs. 3,5 ce serait une bonne note, mais toujours est-il qu'on ne prend pas plaisir à y jouer en solo, mais qu'on y prend plaisir à y jouer en multiplayer, ce qui n'est déjà pas mal. Donc pour en terminons sur 3,5 sur 5, beau jeu, gameplay vraiment bien, gameplay vraiment intéressant, mais toujours est-il que le mode solo est nul et qu'il faut se rabattre sur le mode multiplayer. Et encore dire que le mode solo est nul est très méchant, c'est juste qu'il est très moyen. Et trop court et énervant. Et par exemple, pour vous donner une idée, pour sauvegarder, il faut soit jouer la demi-heure jusqu'à ce qu'on puisse retourner vers sa base, soit se taper la moitié du niveau à rebrousse chemin pour sauvegarder, ce qui est assez con. Donc permettez-moi simplement de vous dire de le tester si vous aimez les jeux multiplayer. Voilà, pour honorer la sortie de la version 3, j'ai décidé de vous faire un test d'un des jeux les plus cool qu'on ait sur notre site, qui déchire, un de mes jeux favoris, à vrai dire, de tous les temps, Curveball. Alors vous voyez, c'est un faux Pong, en fausse 3D, mais la balle rebondit. Et en fait, il y a moyen de faire tous ces points au service, comme ça. Vous voyez? Alors ça augmente le nombre de points bonus que vous pouvez faire, c'est magique. Et vous voyez, au fur et à mesure que ça rebondit, on est heureux. Et petit à petit, on se rend compte qu'on est battu par Buchez,
qui avait fait un score de malade à 37 095 et qu'on se demande comment il a fait. Voilà. Donc, permets-moi de te dire, oh félicitations Buchez, oh maître du curveball. En tout cas au moment où j'ai lancé cette partie. Toutes mes félicitations. Donc voilà. Les jeux vidéo, hein, gamer, c'est notre grande passion. On en a même sur notre site. La preuve. On dit qui? On dit merci qui? Merci mais qui? Merci c'est Bulbla. C'est magnifique. Franchement, c'est une bonne petite idée. J'adore ce jeu. Par contre, je n'y suis pas très bon. Ah si. Donc voilà, laissez-moi quand même vous présenter Curveball. Essayez, franchement. L'essayer, c'est l'adopter. Ça me rappelle quelque chose. Go. Permettez-moi d'abord de vous présenter ma ville, Innsmouth. C'est une petite vanne. Donc, nous allons maintenant parler vite fait de Animal Crossing DS, c'est-à-dire Animal Crossing Wild World, sur Nintendo DS, qui est la déclinaison portable d'une franchise qui existe depuis la Nintendo 64, où il s'appelait Dobutsu no Mori, qui est un jeu donc de Nintendo, je n'y peux rien. J'avais toujours eu envie de pouvoir faire une petite vidéo sur les deux jeux dont on vient de parler, mais c'est maintenant possible. Donc voici, il m'affirme que ma batterie est vide, elle durera bien la durée de ce test. Voilà. Allons vérifier, par exemple. Là, je vais vérifier, mais non. Je vais vérifier mes lettres. Ça fait un petit temps que je n'ai pas été, donc je vais d'abord vous présenter ce qu'on peut faire dans Animal Crossing. Ce qu'on peut faire principalement dans Animal Crossing, c'est bêcher le sol, effectivement, mais aussi jouer à la poupée avec son personnage. Comme vous voyez, on peut enlever l'équipement, on peut ensuite enlever un accessoire, c'est-à-dire mon masque dans ce cas-ci, et enlever par exemple encore en plus mon chapeau, et mon personnage tire la gueule, donc je lui remets vite fait ses atours et ses oripeaux. Donc voici, je vais vous montrer vite fait, je fais un petit tour au supérette pour vous présenter Tom Nook, le raton laveur esclavagiste du coin. Disons que quand on emménage à Animal Crossing, on le doit principalement à ce personnage qui a construit votre maison, ce qu'il utilise comme une manière assez inventive, je trouve, de vous forcer à vous endetter auprès de lui, de manière à ce que vous ayez toujours besoin de lui rembourser du pognon pour payer la prochaine agrandissement de votre maison. C'est donc même le but principal du jeu, à savoir qu'on passe finalement tout le reste du jeu, ou tout le temps que l'on peut choisir comme loisible pour cette activité, parce que c'est un jeu qui n'a pas de fin et finalement que très peu de buts à part justement de customiser sa maison et son personnage. C'est-à-dire que ce jeu est ce qu'on appellerait probablement pompeusement une simulation sociale. C'est-à-dire que on habite tout simplement dans un petit village avec des animaux. Le but étant bien évidemment de coexister avec tous ces gens de manière pacifique ou pas, comme ça vous amuse. Bon, il faut savoir que quand même, être le pote de tout le monde est beaucoup plus simple que d'être la risée de tout le quartier. Je m'explique. Effectivement, la plupart des activités sont effectivement sanctionnées par le peuple. C'est-à-dire que quand on n'a pas d'amis, par exemple, on ne vend pas ses t-shirts qui portent votre dessin personnel, où on a moins facile à prendre part aux activités de la ville. Vous imaginez bien le genre. Par contre, qu'est-ce que vous pouvez faire dans le jeu? Dans le jeu, vous pouvez pêcher, tailler les arbres, ramasser des trucs, tailler les arbres, c'est-à-dire couper des arbres, ramasser des objets. Et tout ceci dans le but de créer de l'argent, de manière à ce que vous puissiez vous saper et équiper votre maison comme bien vous semble, et bien évidemment payer les différents emprunts que vous avez contractés sans le savoir chez Tom Nook, cette espèce de salopard de raton laveur. Donc on va saluer quelqu'un.
Voilà. Le principal boulot dans le jeu, c'est de discuter avec des animaux débiles. C'est pour ça que c'est probablement un jeu pour filles, en fait. Je dis pas que les filles aiment particulièrement parler avec des animaux débiles, mais soyons francs, c'est plutôt un concept qui se rapproche d'une vision féminin des jeux vidéo. Pas de confrontation, une cohabitation, je veux dire, c'est autre chose. Et c'est fort plaisant pour quelqu'un comme moi qui joue continuellement à des jeux... Oh là là, je suis en train de parler de moi. Pour quelqu'un comme moi qui joue finalement qu'à des jeux relativement cons toute l'année, moi ça me fait finalement plaisir de tester un truc bizarre de temps en temps. Donc je ne peux pas vraiment conseiller ce jeu à tout le monde, mais si vous êtes à la recherche d'un jeu à la Harvest Moon, à la Animal Crossing, vu que ça en est un, soyons très francs, qui soit capable d'être transporté partout en poche, qui ait une belle petite musique, la musique est vraiment chouette dans ce jeu, des graphismes qui même s'ils sont en 3D, ne sont pas très impressionnants, mais très cohésifs, c'est-à-dire que le monde créé par les graphismes et la musique est très solide et collant, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un vrai monde. Et même si finalement le but du jeu n'est jamais que de vous faire participer à une économie locale factice, c'est quand même un but qui permet d'avoir une interaction sociale, ne serait-ce que marchande, avec l'intégralité de cette petite communauté. Bon, évidemment, ce jeu n'est qu'à réserver aux gens qui ont envie d'un jeu dans lequel ils puissent totalement s'investir. Mais en même temps, on peut jouer juste 5 minutes par jour, avec grand plaisir, et arracher nos 2 mauvaises herbes, ramasser quelques pommes, en croquer une, et peut-être, qui sait, pêcher un poisson avant de revendre les coquillages qu'on a ramassés sur la plage à Tom Nook. Peut-être. C'est comme ça que je joue personnellement. Et chaque fois qu'on le fait, on reçoit un peu d'argent pour payer sa nouvelle bicoque. Vous me direz, c'est beaucoup une simulation de « je m'ennuie dans la vraie vie mais avec des animaux », je répondrais « ouais ». Mais bon, ça c'est notre époque. Donc, permettez-moi de vous dire que je vais donner Animal Crossing Wild World sur DS un petit 4 sur 5. C'est un très bon jeu mais il n'est pas parfait, faut pas s'illusionner. Ce qu'on peut leur reprocher en particulier, c'est des graphismes. Donc, soit on les aime, soit on les aime pas. Et on peut aussi reprocher le fait que finalement, il n'y a aucun but. Et que les améliorations par rapport à la version précédente sur GameCube sont presque nulles. C'est qu'en fait, le monde est plus petit. Et le monde se paye le luxe d'être et plus petit et moins divers. Mais il est transportable et il a un mode online. Ce qui est vrai, vous pouvez partager votre ville, faire visiter votre ville à des amis ou l'inverse. Donc voilà, c'était Animal Crossing Wild World sur DS. Et maintenant, le budget de l'émission. Akumajo Dracula, Demon Castle Dracula, et Castlevania dans tous les pays où on n'est pas bridé. Donc, Castlevania est un de ces jeux dont on dit facilement qu'ils sont un chef-d'œuvre. Quelque chose se dégage de ce titre qui est plus que la part de ses constituants. C'est donc simplement une œuvre unique au monde vidéoludique. Néanmoins, c'est quand même un jeu, allez, hideux, au gameplay sec et méchant. Avec la musique qui blip, quoi. Ça, il faut bien le reconnaître, il faut être aveugle pour pas le voir. Pour mieux en parler, il vaudrait mieux commencer simplement par le commencement. Castlevania est un jeu qui est sorti sur FDS, c'est-à-dire Famicom Disk System, un système qui permettait de jouer aux jeux NES, donc Famicom au Japon, par disquette. Aussi bizarre ça puisse paraître, c'est ce qui a existé. Alors, on remarquera que le jeu est sorti d'abord sur disquette, donc sur FDS. Ensuite, il est sorti sur MSX2, un format de PC japonais de la fin des années 80 qui, avant la sortie de la NES, était le principal format des développeurs japonais. Alors sans se vendre phénoménalement bien, le jeu a quand même connu un succès relatif, donc suffisant pour que Konami considère que c'était une série rentable,
Et vous connaissez Konami? Voilà, c'était un peu la pique du jour, voilà. Il était reconnu pour ses capacités de gameplay, c'est-à-dire son innovation relative. Car voyez-vous, c'est le premier jeu gothique, pas la musique, hein, et les gens qui sont sapés comme le mec dans The Crow. Non, c'est le premier jeu gothique, dans le sens architectural du terme, à utiliser donc une imagerie gothique, on dirait. Et romantique, vous voyez bien, les graphismes tentent, une approximation un peu comme ça, sentimentale, d'un château abandonné, hanté avec la lune, tout ça. Voilà. C'est aussi le premier jeu dans lequel on peut utiliser une arme secondaire. C'est toujours bon à savoir. Pour en finir avec le côté généalogique de la chose, on va simplement dire que Simon Belmont, le héros du premier jeu, est le 6e dépositaire du fouet sacré Vampire Killer que la famille Belmont et ses différents palliatifs et dérivatifs locaux utilisent pour combattre le mal et plus particulièrement tuer Dracula. Alors comme vous l'aurez remarqué d'ici, depuis le début de cette vidéo, le gameplay n'est pas vraiment très fluide, c'est-à-dire qu'il est vraiment avec... presque dirais-je un balai dans le fondement, car on ne peut pas se retourner quand on saute. Il y a même un petit temps de latence entre le moment où Simon Belmont lance son bras et le moment où, dirais-je, le fouet va frapper sa cible. Alors oui, je sais, je suis mort entre temps. Bon, c'est la 6e fois que je fais cette vidéo et je suis un peu fatigué, il est 2 h du mat. Donc... nous y voilà. Comme vous aurez remarqué, en plus de tous ces défauts que je viens de mentionner, il a une démarche de vieillard. Regardez, on dirait qu'il va se péter la hanche à chaque pas ou qu'il a un caillou dans sa chaussure, enfin je sais pas, un truc comme ça. Mais c'est dans d'autres jeux on pourrait voir ça comme un défaut. Ici c'est simplement un élément de gameplay. Donc le héros est tout simplement lourd. Et il faut s'en accommoder. Le fait est que ce jeu est au contraire construit pour un personnage de ce type-là. C'est-à-dire que la difficulté est bien dosée, le level design est suffisamment intelligent pour éviter de se prendre les pieds dans le tapis. Je dis ça franchement, il est même intelligent, c'est-à-dire que les armes que l'on ramasse dans les niveaux ont un rapport avec le boss que l'on doit abattre, et il y a en fait ce qu'on appelle... ce que les Américains appellent, c'est un trick game. Tu dois connaître le trick, le truc, ou le mouvement spécial à effectuer, bien qu'il n'y en ait pas, hein. C'est une figure de speech. Comme je le disais, le level design, vous allez le voir tout de suite, avec ce bonus qui permet de passer principalement cet endroit et d'arrêter les ennemis. Et voilà. Il donne un bon exemple de ce que je sous-entendais. Et le level design a beau complémenter un gameplay austère, il est vraiment là pour ça, il le complémente. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de se faire violer tellement c'est dur, des choses pareilles. Non, le jeu est prévu pour être joué et est jouable, tout simplement, comme ça. À vrai dire, être bon à Castlevania revient plus à optimiser la manière dont on s'y plie, donc la manière dont le jeu veut être joué. Graphiquement, c'est très efficace. Dire qu'on voit du pays est plutôt faux, on reste toujours dans l'enceinte de Castlevania, le château de Dracula, mais ce n'est pas vraiment un problème. Parce que petit à petit, on évolue à l'intérieur de celui-ci, car on a vraiment l'impression de participer à un grand parcours dirigé en étage. D'ailleurs, c'est un stage que le truc est compté, donc un niveau plus qu'autre chose. Donc là, on va un peu se faciliter la vie, parce qu'il faut être con pour pas le faire. Pourquoi parler d'un tel jeu? Eh ben, tout simplement parce qu'il marche. Son gameplay est rude.
mais fonctionnel. Et il fonctionne tout simplement. On voit tellement de jeux cassés de nos jours, qui ont ce qu'il faut, mais qui n'ont pas le moyen d'affirmer ce qu'ils veulent faire. Ce jeu, c'est l'inverse total. C'est une quintessence de ce qu'il va devenir. La série va s'améliorer, évidemment. Donc, si je devais vous conseiller d'en essayer un, c'est peut-être d'essayer celui-ci, puis Castlevania 3. Ah ah, l'antichambre de Dracula qu'on visitera plus tard. C'est Castlevania 3 qui est meilleur parce qu'il propose un système d'embranchement, qu'il est plus beau, les graphismes sont plus efficaces. Et Super Castlevania 4 sur Super NES qui est beaucoup plus beau, qui est plus maniable, qui est un meilleur jeu tout simplement, mais il n'a pas le même charme, faut bien le reconnaître. Mais néanmoins, un jeu complet qui fonctionne aussi bien du premier coup, je trouve ça remarquable. Remarquons qu'on ne sait pas qui est responsable de ce jeu à cause d'un générique très cryptique sur la version japonaise. C'est bizarre, mais c'est vrai. Évidemment, ce premier opus est loin d'être le meilleur de la série. Mais il représente principalement, la raison pour laquelle je parle de ce titre, c'est qu'il représente un jeu qui est frais et merde. Bon, il faut que j'en garde une. Hein. Le fait est que le jeu est frais, que son concept est pleinement réalisé, que ce que tous les autres jeux de la série feront, c'est tenter de préserver cette fraîcheur, cette étincelle nouvelle que le jeu avait, et de l'améliorer graphiquement. Dans la série sur NES, on peut remarquer Castlevania 3, qui est le plus réussi du lot avec son système d'embranchement de niveau remarquable. Les jeux Game Boy sont pas mal, très crispants parce qu'ils sont encore plus durs. On remarquera Super Castlevania 4 sur Super NES, magnifique. Avec une musique remarquable, mais je vais pas... Allez. Oh, game over. Donc autant terminer rapidement. Je vais tout simplement dire que c'est un jeu qui doit être essayé, ne serait-ce que celui-ci ou un autre de la série, parce que par exemple Castlevania Symphony of the Night sur PlayStation 1, et que finalement... Il faut quand même se dire aussi qu'il y a un mec qui s'appelle Simon Belmont, qui est sapé en pagne en jupe de cuir, qui marche en boitant, et qui a des cheveux super longs et qui bat les vampires en les fouettant sauvagement, tout en étant sapé à la barbare. Ça doit bien valoir quelque chose de pouvoir incarner un personnage pareil, quoi. Hein? Non? Bon, d'accord, ok. C'est fini? Non.